Bonjour Sylvie Moison-Pichard, vous êtes directrice générale de l'IGEPAC. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est l'IGEPAC? Alors, l'IGEPAC est une association loi de 1901 qui ne travaille que sur l'emballage alimentaire et qui vise à mieux faire collaborer industriels de l'agroalimentaire et fabricants d'emballage autour de 3 axes d'amélioration d'innovation qui sont l'aptitude au contact alimentaire, la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'anticipation des attentes consommateurs à travers la recyclabilité, l'ergoconception et d'autres aspects de l'emballage. D'accord. Alors aujourd'hui, les emballages papier et carton sont perçus comme assez intemporels et restent privilégiés par les consommateurs, à la fois pour leur côté naturel et pour leur côté justement recyclable. Si on compare le marché des emballages papier à celui des emballages plastiques, quelle part de l'activité cela représente-t-il pour l'IGEPAC? Voilà. Les plastiques représentent une activité plus importante que les papiers cartons parce que pour l'instant, nos adhérents agroalimentaires sont plutôt sur des problématiques d'emballage pour des produits alimentaires frais. Et qui dit frais dit davantage emballage plastique que papier carton, du moins en contact direct. Cependant, nous avons plusieurs adhérents des emballages papier carton. Nous avons aussi des fabricants de biscottes, de biscuits secs qui ont intégré l'IGEPAC et je dirais que autant au démarrage de l'IGEPAC le plastique prédominait, autant aujourd'hui on tend à aller vers un équilibre entre papier carton et plastique. D'accord. Et justement, sur ces emballages alimentaires, on entend souvent parler de réformes, de nouvelles législations par rapport à cette habilité au contact alimentaire. En quoi l'IGEPAC participe à l'innovation dans les tests scientifiques qu'on peut mettre au point pour tester justement l'aptitude des emballages au contact alimentaire? Alors, l'IGEPAC a intégré le groupe de réflexion matériaux au contact des denrées alimentaires de la DGCCRF. De participer à ces travaux nous permet de participer à la mise à jour des fiches d'aptitude au contact alimentaire auxquelles doivent répondre l'ensemble des emballages, qu'ils soient papier, carton, céramique, verre, conserve ou autres. La participation à ce groupe de réflexion nous permet, nous, d'une part, de participer donc à ces éléments d'information et de pouvoir mettre en place une veille très en amont des publications réglementaires qui peuvent apparaître et d'informer au plus tôt nos adhérents pour pouvoir leur dire attention, il y a un changement en cours, donc tenez en compte pour l'aptitude au contact alimentaire de vos emballages de demain. Et ça permet aussi éventuellement à certains de nos adhérents de nous faire remonter des problématiques que peut éventuellement générer une mise à jour, de façon à ce qu'on laisse un délai supplémentaire ou suffisamment important aux entreprises pour se retourner. Notre laboratoire Innovalis, qui est le partenaire de l'IGEPAC et dont les analyses sont accréditées COFRAC, lui participe au groupe de réflexion laboratoire matériaux au contact des denrées alimentaires de la DGCCRF. Donc ça nous permet d'abord de mettre à jour en effet les seuils et les contraintes auxquelles les analyses devront répondre demain. Et cela nous permet aussi de pouvoir comparer la méthodologie développée par notre laboratoire en comparaison avec celui de la DGCCRF et d'autres laboratoires qui nous permettent de nous positionner et qui nous permettent aussi de valider nos protocoles, nos tests et d'être sûr qu'en tout cas nos méthodologies vont permettre demain de pouvoir répondre aux évolutions réglementaires. D'accord. Justement, on parle d'évolution réglementaire. Si on revient un petit peu sur les emballages en papier et carton, on commence pas mal à entendre parler de la pollution par les huiles minérales contenues dans les encres, notamment lors justement du recyclage et de la pollution que pourrait entraîner la migration de ces huiles minérales dans les aliments. Quel défi pour demain sur la recyclabilité justement des papiers cartons? Quelles contraintes peut-être aussi pour ce matériau naturel? Alors la problématique des huiles minérales, c'est vrai que c'est un vaste sujet puisque aujourd'hui on soupçonne les huiles minérales qui apparaissent dans les encres et qui se développent et vont sur les papiers issus du recyclage. On les soupçonne d'avoir un effet CMR, donc cancérigène, mutagène, reprodéficitaire, donc avoir vraiment des effets potentiellement négatifs sur la santé humaine.
Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui se posent. Donc, au niveau de la DGCCRF, il y a eu une saisine de l'ANSES qui a été faite et dont nous connaîtrons les résultats prochainement sur justement cette qualification CMR réelle de ces huiles minérales ou pas. Se pose la question d'une potentielle législation sur les encres. Et pour ce qui concerne les papiers cartons, il est aujourd'hui, il va y avoir une mise à jour de la fiche aptitude au contact alimentaire des papiers et cartons. En attendant, il y a des préconisations qui sont faites au niveau de la profession qui recommandent d'éviter l'usage des papiers cartons recyclés en contact direct avec un aliment. Donc, en général, on préconise aujourd'hui soit d'utiliser des fibres vierges, soit d'utiliser du carton recyclé avec, dans ces cas-là, un film barrière, de façon à éviter le contact direct. Plus généralement, la question des huiles minérales, aujourd'hui, elle a tendance à se généraliser à tous les matériaux. L'ANSES a fait une recommandation sur des préconisations de chauffage des emballages plastiques à moindre puissance et pour une durée plus longue, à travers notamment les micro-ondes, pour éviter la libération de poches qui sont des polyoléfines et qui sont assimilées à ces huiles minérales, un petit peu comme les moche-mois dans les papiers cartons. La problématique que l'on a sur ces huiles minérales, c'est qu'en effet, une partie provient des encres, mais une partie peut provenir également des sacs de jute qui vont par exemple transporter des céréales, peuvent provenir également des appareils de dosage et de conditionnement des entreprises agroalimentaires qui utilisent de l'huile pour lubrifiant. Et ces molécules sont des chaînes moléculaires assez longues et on a du mal encore aujourd'hui à distinguer les unes des autres. Et du coup, on a tendance, je pense, d'un point de vue ANSES et peut-être plus généralement éviter de prendre des risques. Donc on a tendance aujourd'hui à vouloir faire un amalgame de toutes ces huiles minérales. Et la question que l'on retrouve sur les papiers cartons, je pense que demain, on va risquer de la retrouver avec les polyoléfines dans le polyéthylène et le polypropylène. D'accord, donc oui, ça fait effectivement encore beaucoup de pistes à explorer, à la fois pour l'innovation, pour la recherche et pour l'optimisation des emballages et le développement de nouvelles prestations d'analyse. Et quoi qu'il en soit, l'optimisation des emballages, le risque zéro n'existe pas. Je crois qu'il n'existe nulle part. Mais de toute façon, en effet, on a tendance à vouloir préconiser la prévention. Il y a eu la réglementation par rapport au bisphénol où la France a eu une position vraiment très très stricte et unique au monde, on peut le dire, en l'interdisant purement et simplement. Je pense qu'aujourd'hui on est un petit peu prudent pour ne pas se remettre dans une position similaire à celle qui a été prise sur le BPA, mais il n'empêche que on préfère tabler sur la prévention du risque sanitaire et aujourd'hui on est réellement vers des conditions en tout cas de plus en plus contraignantes et de plus en plus strictes quant aux possibles migrations qui peuvent s'opérer entre l'emballage et l'aliment, même si l'emballage alimentaire, je crois, n'a jamais été aussi sûr qu'aujourd'hui et voilà. Parfait, écoutez, merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci.